Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Congosa, notre podcast qui met en avant les travaux des femmes africaines chercheuses. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir le professeur Yvette Onibon-Doubogan, qui est enseignante chercheuse à l'université de Parakou au Bénin, où elle exerce au sein du département de sociologie et d'anthropologie. Spécialiste en sociologie du développement, elle a publié une 50aine de travaux, d'articles et de livres scientifiques et a participé à de nombreuses conférences et de nombreux travaux de recherche au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Canada, au Sénégal et dans bien d'autres pays dans le monde. Dans cet épisode, nous allons discuter avec elle de l'impact de la recherche sur l'autonomisation des femmes au Bénin et plus largement pour nous jeunes chercheurs, le rôle de la recherche dans le développement des populations africaines. Donc, bienvenue au professeur Onibon. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de m'inviter à ce podcast. Merci, professeur, de nous faire l'honneur de venir passer ces 40 prochaines minutes avec nous. Donc, je vais donc commencer par une première question qui est peut-être un peu large. Donc, ça fait 15 ans, vous m'avez dit que vous travaillez sur l'empowerment des femmes au Bénin. D'ailleurs, votre premier ouvrage, Entrepreneuriat féminin et développement au Bénin, parle justement de ces questions-là. Donc, pouvez-vous partager avec nous ce qui vous a motivé à choisir ce sujet et à y consacrer une part importante de votre carrière? Merci beaucoup. 15 ans, c'est à partir du moment où je suis rentrée à l'université. Avant d'entrer à l'université, je travaillais dans la coopération au développement à la coopération suisse, où j'ai formulé et appuyé la mise en œuvre de plusieurs projets sur l'égalité des sexes. Et l'un des axes de ces projets, c'est l'autonomisation économique des femmes. Du coup, lorsque je suis rentrée à l'université, c'est devenu un thème de recherche, d'abord pour chercher des évidences et ensuite pour diffuser ces évidences au niveau des politiques nationales afin qu'elles soient prises en compte. Alors, comment est-ce que je suis rentrée sur ce thème? J'ai fait une maîtrise de géographie, option population et développement, et j'ai fait mon mémoire de maîtrise en géographie sur la santé des enfants, et donc ça me mettait déjà sur le chemin de l'inclusion sociale. Et à partir de ma maîtrise, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des agronomes et spécialement des agronomes qui avaient pour objectif d'analyser la contribution des femmes à la production agricole en passant d'un système de production manuel à un système de production atelier. Et donc, j'étais superviseur de la recherche et à partir de là, j'ai commencé par travailler sur les questions d'activité des femmes, pas tout de suite sur l'autonomisation, parce que plus tard, j'ai aussi fait ma thèse de doctorat sur l'entrepreneuriat des femmes au Bénin, l'entrepreneuriat féminin, quelle que soit la catégorie, pour montrer les capacités que les femmes ont de passer de la plus petite activité entrepreneuriale pour aller à des activités au niveau international. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée sur cette thématique il y a déjà une trentaine d'années. En fait, votre parcours, tel que vous l'expliquez, il est un peu comme ce parcours d'entrepreneuriat en fait, des femmes on commence par une petite activité et après on part vers une activité un peu plus grande de fil en aiguille parce qu'en fait, vous étiez quelque part chercheuse avant de devenir chercheuse et de revenir à l'université maintenant pour peut-être acquérir la méthodologie du travail. C'est très intéressant et ça rejoint un peu aussi nos objectifs à l'étudiant africain qui est de montrer en fait aux chercheurs qu'il y a une connexion avec la vie réelle et que en fait le travail du chercheur doit être entièrement connecté à celui des populations et vice versa et que même ceux qui sont déjà dans la vie active peuvent devenir des chercheurs puisqu'en fait à la fin de la journée on cherche tous à améliorer en fait nos conditions de vie de nos populations. Je dis toujours que chacun pense d'abord à son village avant de penser à son pays et peut-être à l'Afrique en général. Tout à fait. Du coup, je suis très, très admirative de votre parcours et j'aimerais peut-être qu'on parle un peu de méthodologie et peut-être qu'on parle de collecte de données sur le terrain et comment est-ce que justement vos travaux, comment est-ce que vous collectez vos données et est-ce que vous avez eu à adapter justement les méthodes de collecte par rapport aux réalités du terrain? Tout à fait. Lorsqu'on travaille sur les questions liées aux gens, on travaille forcément sur les construits sociaux et sur la répartition du pouvoir entre les hommes et les femmes. Et ceci impacte aussi la capacité à pouvoir parler avec les femmes pour collecter des données, parler avec les hommes et s'assurer qu'on arrive à collecter des données fiables. Alors, une méthodologie de recherche doit s'adapter à différentes situations
Et donc, en fonction du milieu où nous sommes obligés de nous adapter pour pouvoir collecter les données. Si par exemple, nous travaillons en milieu urbain, c'est plus simple d'arriver dans un ménage, de demander la permission au chef de ménage et de questionner tous les membres du ménage tant que le chef de ménage est d'accord. La plupart du temps, ça se passe bien en milieu urbain. En milieu rural, nous devons nous adapter au contexte. D'abord, à quelle porte frapper lorsque vous arrivez dans ces milieux-là. Donc, la première porte à laquelle vous frappez doit être la bonne. Et c'est cette personne qui vous ouvre la porte qui va pouvoir vous tenir la main pour vous ouvrir d'autres portes dans le village. Et ensuite, vous devez avoir la méthode pour comprendre les normes, les coutumes de ce village-là et savoir qui peut parler avec qui et à quel moment. La plupart du temps, nous ouvrons par les autorités administratives qui nous aident à aller vers les chefs de village et ensuite des chefs de village, nous descendons vers les chefs de collectivité et le chef de la collectivité va vous amener dans les ménages. Et en fonction des pratiques socioculturelles, il n'est pas parfois admis, je dirais même assez souvent admis d'abord de venir habillé comme en ville, donc avec un pantalon, une chemise, non. Si vous allez au village, vous devez savoir comment les gens s'habillent là-bas et vous devez aussi vous habiller comme ça et avoir la capacité de vous fondre dans la masse, d'une part. D'autre part, identifier les femmes leaders avec lesquelles vous pouvez déjà commencer par expliquer la pertinence de ce que vous êtes venu faire, des hommes leaders aussi qui vont pouvoir vous accompagner, d'abord s'approprier et pouvoir vous accompagner. Et en fonction des normes socioculturelles, on ne peut pas parler à toutes les femmes du chef de ménage. D'abord, il y a son autorisation et ensuite, il y a qui parle à qui. Si dans votre équipe, vous avez des jeunes hommes, vous ne les envoyez pas parler aux jeunes femmes du chef de village, par exemple. Donc, vous devez trouver des jeunes femmes qui comprennent la langue. De toute façon, il faut comprendre la langue. Donc, il faut trouver des jeunes femmes qui comprennent la langue pour pouvoir parler avec les femmes. Et pour avoir la fiabilité des informations, il faut aussi avoir de la méthode. Si vous mettez les femmes dans le salon ou bien dans la cour du ménage, il y a toujours un homme qui rôde autour. Donc, elle ne pourra pas vous dire clairement ce qu'elle pense. Elle va dire ce que cet homme peut entendre sans que cela lui pose des problèmes. Donc, il faut trouver la manière de les éloigner et aussi de faire comprendre aux hommes que nous voulons être seulement avec les femmes maintenant, pas contre vous, mais pour pouvoir bien comprendre, pour pouvoir faire la photographie de ce qui se passe dans votre milieu. Alors ça, c'est une méthode, mais ça peut varier, et ça varie d'ailleurs souvent en fonction des localités, en fonction des pratiques, en fonction des thématiques aussi que nous traitons. Parfois, il faut travailler avec les enfants, et on ne peut pas parler avec les enfants sans qu'il y ait une personne adulte à côté. Et donc ça, c'est des aspects qu'il faut savoir gérer de façon dynamique et avec beaucoup de flexibilité. Merci beaucoup. Vous nous avez dit beaucoup. Je vous avez parlé surtout du fait de savoir, j'ai envie de dire, intégrer le milieu dans lequel vous allez en fait faire l'enquête. Et du coup, ça me donne une idée. Je me dis toujours qu'il faut que chaque professeur qui a de l'expérience comme vous fasse peut-être son bêtisier tous les 10 ans. Et j'ai envie de vous demander quelles sont les erreurs dans lesquelles, vous qui voyez des générations et beaucoup de jeunes chercheurs, dans lesquelles 99% des jeunes chercheurs nous tombons toujours. Quelle est la plus grosse erreur méthodologique pour vous? Ben, pour moi-même d'abord, quelles sont les erreurs dans lesquelles j'étais tombée avant d'apprendre la leçon? La première erreur, c'est l'habillement. Tu vas sur le terrain, tu te dis, je vais en brousse, donc pour ne pas avoir des difficultés à marcher, conduire ma moto plus facilement, me mouvoir, je vais me mettre en pantalon avec un t-shirt et une casquette. Assez souvent, c'est une erreur. Si vous allez travailler avec des groupements féminins, si ce sont des femmes qui font de l'huile rouge, vous devez mettre un habit qui peut être bien sali parce que vous devez mettre la main à la pâte, c'est-à-dire vous devez travailler avec les femmes pendant que vous leur parlez et donc vous devez avoir les mains dans l'huile. Vous devez aussi être en train de les aider à balayer par moment et ce n'est pas en venant en pantalon qu'elles vont vous laisser faire ça. Quand vous venez en pantalon, elles vous voient déjà un peu au-dessus d'elles. Donc pour pouvoir vous faire accepter, vous devez vous habiller comme elles. Au Bénin, on a plusieurs tenues que les femmes portent en milieu rural, que nous portons aussi en milieu urbain avec des tissus plus neufs et tout. Mais donc, si tu vas en milieu rural, il y a notre bomba traditionnel, c'est un haut avec une petite manche et un pagne. Tu dois chercher ce que tu ne portes plus à la maison. Tu mets ça dans ta valise, 2 ou 3, et c'est ça que tu changes. Dès que tu arrives dans le milieu avec un bomba, avec un tissu qui n'est pas un visco de grand prix et qui n'est pas tout neuf, et des chaussures tapettes qui peuvent peut-être se casser, et puis tu dis, ah, ma chaussure est cassée, tout le monde rit, elle t'accepte plus.
Il y a aussi une erreur dans laquelle moi j'étais tombée plusieurs fois avant de me rendre compte, c'est l'eau. La plupart du temps, nous avons une bouteille d'eau dans notre sac et quand nous travaillons un peu, nous prenons notre bouteille d'eau que nous buvons parce que nous avons peur de l'eau au village. C'est vrai qu'il y a des possibilités, d'ailleurs j'ai été victime de ça aussi après, de faire une diarrhée ou bien une intoxication alimentaire, mais il faut avoir des médicaments dans le sac que vous allez prendre dès que vous retournez dans votre chambre. Si vous dormez dans le village, donc on va vous donner une chambre. Peut-être vous dormez avec les enfants dans leur chambre ou bien au salon. Quand personne n'est là, vous prenez un produit contre les vers intestinaux ou bien un produit contre la diarrhée pour vous prévenir. Mais n'arrivez pas là-bas en ayant votre bouteille d'eau. Si vous avez votre bouteille d'eau, les gens ne vous acceptent pas. Et mes assistants qui travaillent avec moi, je leur transmets ces expériences. Mais ça n'empêche pas qu'ils tombent aussi dans d'autres biais. Ils tombent dans certains biais, comme par exemple, vous voulez enregistrer et vous ne dites rien. Et pendant que vous êtes en train de faire l'entretien, elle se rend compte que sur votre téléphone ou bien avec un enregistreur, vous avez sorti et vous commencez par enregistrer. Certaines vont refuser, d'autres vont vous dire, vont vous tenir un discours général et donc vous n'aurez pas l'information qu'il faut. Et aussi, lorsque vous faites un entretien sur des sujets sensibles comme les violences, comme les IST, la gestion de la reproduction et autres, et même comme la gestion des finances, comment vous gérez l'argent que vous gagnez, qui garde l'argent et tout, il faut se préparer à poser la même question de différentes manières. Parce que si vous posez la question directement, elle va vous répondre, oui, je remets mon argent à mon mari. Et après, vous passez à autre chose et vous devez revenir pour dire, bon, lorsque vous achetez vos pailles, lorsque vous payez l'école pour vos filles, etc., etc., à ce moment-là, vous pouvez bien comprendre comment elle gère. Donc, il faut s'apprêter à avoir des plans A, des plans B, des plans C à chaque fois et à s'adapter en fonction des réponses qu'on vous donne, en fonction des thèmes que vous traitez. Et parfois même, il ne faut pas aller directement sur le thème qu'on traite. Il faut commencer par un thème qui est acceptable pour elle, puisque vous avez déjà fait votre pré-enquête, vous savez ce qu'elle pense un peu de tel ou de tel. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir les informations. Après, il revient aux chercheurs de faire la triangulation des données collectées pour voir là où il y a le plus de récurrence, puisqu'on est là dans une approche qualitative, là où il y a le plus de récurrence pour sortir les informations qui font foi par rapport aux données qui ont été collectées. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je pense que ces erreurs-là vont beaucoup aider nos collègues jeunes chercheurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre sur l'étudiant africain. Et nous vous rappelons justement que vous pouvez vous abonner à nos chaînes et nous suivre sur toutes nos plateformes. Et pour vous, dont les recherches ont un impact tangible et direct sur les communautés, j'aimerais savoir comment est-ce que on pourrait aujourd'hui encourager beaucoup les jeunes chercheurs justement à mener des recherches qui vont être impactantes pour nos sociétés. Pourquoi je le dis? Parce que je suis dans plusieurs réseaux de jeunes chercheurs et c'est vrai qu'on cherche du travail et on a souvent l'impression qu'en tant que jeune chercheur, il faut qu'on fasse, surtout jeunes chercheurs africains, qu'on fasse des recherches qui vont peut-être plaire à tel establishment, etc., etc. Et des fois, il y a même des chercheurs qui ont même des business plans dans leur recherche, qui découvrent des zones dans lesquelles ils peuvent développer des business, mais qui veulent tellement entrer dans l'académie qu'on reste dans une frénésie de publication, sans souvent même se poser la question de « mais au fait, est-ce que ça peut pas aider quelqu'un ou résoudre le problème ?» Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais comment est-ce que vous, au niveau de l'université, vous réfléchissez à ces questions-là de comment renvoyer les chercheurs vers la communauté? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous voyez, pendant longtemps, les universités sont restées un peu loin de la communauté. Nous allons collecter nos données, nous écrivons nos ouvrages, nous publions les articles pour notre évolution professionnelle et ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, je pense que les mentalités ont changé. Et ce que nous recommandons à nos étudiants, même quand ils vont prendre un thème de mémoire de licence, de master ou bien pour faire une thèse, c'est déjà de commencer à se poser la question de savoir comment est-ce que les résultats que j'aurai sur ce thème-là vont servir au développement de mon pays. Comment est-ce que mes résultats vont permettre de relever des défis et enjeux de développement dans le domaine où je fais mon travail. Et la plupart du temps, quand on leur demande à quoi vont servir les résultats de vos travaux, au début, ils ne comprennent pas. Et donc, on arrive à les orienter de façon à ce qu'ils puissent choisir des thématiques de recherche en lien avec les enjeux de développement. D'abord dans leur communauté, eux-mêmes en tant que citoyens qui vivent des situations, il faut que les recherches soient en lien avec cela. Moi, je suis rentrée par exemple dans l'approche genre par hasard, mais je pense que ça ne pouvait pas être autrement
de travailler sur les questions d'autonomisation des femmes. Parce que je suis Yoruba. Et en pays Yoruba, une femme doit être financièrement autonome. Dans la culture Yoruba, lorsqu'on vous donne la dot et qu'il y a un montant dessus, ceux qui ne comprennent pas pensent que c'est de l'ostentatoire. Un monsieur donne une dot à sa femme, il donne toute la liste de ce que les gens ont demandé, la famille de la femme a demandé, et il met 3 millions. Et les gens disent, il veut montrer qu'il a de l'argent. Mais non, c'est le fonds de commerce qu'on te donne. Et c'est en une fois. Et tu n'as pas le droit de dilapider ces 3 millions jusqu'à ta retraite. Donc, ces 3 millions doivent servir à t'autonomiser. Ça doit servir à ce que tu exerces une activité. Tu peux faire le commerce, tu peux te mettre dans l'agriculture, la transformation agroalimentaire, l'artisanat, n'importe. Mais ce fonds est appelé à être fructifié, à produire des revenus pour toi et pour le ménage. Et donc, déjà, en ayant vécu comme ça, moi-même, j'avais quel âge? 10 ans, 9 ou 10 ans, lorsque ma grand-mère m'a mise au commerce. Et je n'ai jamais cessé de faire le commerce jusqu'à présent. Donc, c'est normal que je me retrouve à travailler sur l'autonomisation des femmes et sur les aspects économiques. Et donc, les chercheurs, les jeunes chercheurs doivent trouver un atome crochu entre leur vie, la vie de leur communauté, les défis et les enjeux de développement au sein de leur communauté pour choisir leur thème. Pour que, pour une fois, cette maxime-là qui dit « les chercheurs, on en trouve », ceux qui en trouvent, on en cherche, que nous battions cette maxime en brèche. Si vous trouvez des innovations qui vont permettre que vos parents puissent régler leurs problèmes, il ne s'agit pas pour vous d'aller voir le président de la République ou un ministre. Il faut déjà commencer par travailler sur la mise en œuvre de ces innovations avec les communautés à la base. Et c'est comme ça que les évidences de la recherche seront transformées en innovations et vont permettre d'être réellement appliquées par les acteurs à la base pour relever des défis de développement. Et par effet de percolation, il y aura une mise à l'échelle qui va impacter les politiques publiques au plan national. Donc, si moi je suis devant un chercheur, lorsque je suis devant un chercheur, un jeune chercheur, c'est le discours que je lui tiens et je lui donne aussi mon exemple pour montrer qu'on ne travaille pas sur une thématique parce que ça va rapporter de l'argent. Oui, nous avons besoin d'argent, mais en travaillant sur des thèmes qui vont impacter notre communauté, l'argent va venir, l'argent va suivre. Donc, ne cherchons pas l'argent en première position, mais mettons notre talent de chercheur à identifier les défis et enjeux de développement, à y travailler pour appuyer dans la mise en œuvre des actions qui vont permettre de les relever et de travailler sur le bien-être de la population dans les différents domaines de la recherche. Merci, professeur. Et justement, j'ai bien aimé quand vous avez parlé de la question de l'autonomisation des femmes et de votre expérience, de votre grand-mère, parce qu'on est plusieurs, en fait, à avoir finalement ces expériences-là où on vendait les bonbons aux camarades à l'école, où on s'essaye sur les tontines, ce genre de choses à l'école. Et ça fait penser à une question que une des chercheuses avait posée lors du dernier symposium des jeunes chercheurs africains, sur laquelle elle avait dit, aujourd'hui, il existe en Afrique beaucoup de programmes sur l'autonomisation des femmes, sur la formation des femmes, beaucoup de programmes femmes, féminisme, etc. Et elle dit, pour très peu de résultats à la fin, qu'on a l'impression qu'il y a une course au programme pour faire des programmes, mais mais quels sont les résultats attendus? Parce qu'elle disait qu'il y a des programmes, on va former peut-être des femmes pendant 3 mois à l'utilisation de l'ordinateur. Quand on finit de les former, on ne s'assure pas que ces femmes-là aient un ordinateur, qu'elles ont l'électricité à la maison, qu'elles ont Internet, ou qu'elles ont moyen d'avoir cette base-là, en fait, l'énergie, parce que c'est pour, en fait, continuer la formation. Mais on se dit, tiens, telle ONG est venue, elle a formé 50 femmes dans le nord du Niger sur l'utilisation des ordinateurs et elles sont formées. Donc, je voudrais avoir votre regard, parce que, en fait, si on prend, ça fait toute une vie que vous observez, en fait, ces questions d'autonomisation des femmes. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut se poser sur cette question-là et peut-être même redéfinir cette question d'autonomisation des femmes avec peut-être un axe plus culturel et peut-être plus africain? Ok, oui, tout à fait. Je partage le point de vue de cette collègue, mais je dirais que ça ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne les projets, les programmes de développement de façon plus globale. Nous sommes dans des situations d'instrumentalisation de l'aide au développement pour capter des rentes. Et donc, la coopération suisse travaille sur les femmes. Il faut qu'on lui présente un projet sur les femmes. L'Union européenne travaille sur l'éducation, sur la formation professionnelle. Il faut qu'on aille présenter un projet sur la formation professionnelle. Du coup, cette volonté de capter les rentes nous éloigne
des problématiques principales sur lesquelles nous pouvons travailler sans besoin de financement. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des rapports de force disproportionnés entre nous, Africains, chercheurs, acteurs du développement et l'Europe à travers ces différentes institutions qui nous financent. Alors que nous aurions pu faire beaucoup de choses en capitalisant ce qui existe dans nos milieux, en connaissant mieux nos pratiques socio-culturelles, nous aurions pu faire beaucoup de choses dans différents domaines avec les hommes, avec les femmes, avec les jeunes, les personnes en situation de handicap, sans être en train de courir derrière les partenaires techniques et financiers. Donc, pour moi, on ne dira pas qu'il n'y a pas de résultats. Il y a des résultats. Mais ces résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Et nous devons nous interroger sur pourquoi les résultats viennent si lentement que ça. Et dans une publication que j'ai faite dernièrement, nous avons réfléchi sur la question de l'éducation des filles. Et nous avons constaté qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait comme information, sensibilisation, mesures de discrimination positive, l'accès des filles à l'école n'est pas un problème. Les filles, le taux d'accès des filles dans les écoles est presque le même, parfois même supérieur à celui des garçons dans des milieux donnés. Mais à mesure que ça avance, à mesure que le niveau d'éducation avance, on constate que de plus en plus de filles sortent de l'école ou n'arrivent pas à réussir. Et donc, les questions fondamentales que nous devons nous poser, c'est pourquoi. Si nous continuons à courir derrière le taux d'accès, nous allons passer à côté aujourd'hui. Ceci pour vous dire que nous devons, au fur et à mesure que les processus que nous mettons en œuvre avancent, analyser les résultats que nous avons, identifier les nouveaux défis qui se posent, parce qu'en matière de développement, quand vous pensez avoir réglé un problème, il y a un autre qui se crée. Si vous fermez les yeux là-bas et que vous courez derrière le premier lièvre, vous allez oublier le deuxième problème et ça va impacter les résultats. Et c'est ça qu'il est important que nous soyons en mesure de faire, que nous soyons des chercheurs ou des acteurs de développement ou des militants dans des organisations, nous devons essayer à chaque fois de nous arrêter, jeter un regard sur nos options stratégiques, comment nous les avons mises en œuvre, pour quels résultats et quels sont nos futurs défis pour que nous puissions arriver à atteindre les impacts que nous recherchons dans la durée des actions que nous menons. La plupart du temps, ça ne se fait pas. Il y a un projet de 5 ans, on va faire des rapports annuels. Les rapports annuels, c'est des rapports d'intra. Ce n'est pas des rapports qui analysent des résultats ou des non-résultats. Ce ne sont pas des rapports qui analysent les futurs défis et les enjeux. Donc, nous devons mettre en place des systèmes de capitalisation au fur et à mesure, d'une part. D'autre part, nous ne devons pas nous considérer comme ceux qui savent tout. Si nous voulons travailler sur l'autonomisation économique des femmes en milieu Peul et que nous venons avec un programme qui a été mis en œuvre en milieu Yoruba et nous amenons ça en milieu Peul, nous devons savoir que nous sommes obligés d'écouter les hommes, les femmes, les membres des groupements, les leaders de ce milieu pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe chez vous ici? Quels sont les défis que vous avez? Quelles sont les difficultés que vous traversez? Quelles sont les solutions que vous avez déjà apportées? Qu'est-ce que ça a amené comme résultat positif ou comme échec? Et c'est sur cette base qu'avec eux, nous pouvons construire. Mais lorsqu'on parle de cette approche participative, ce que nous constatons la plupart du temps, c'est que nous n'appliquons pas l'approche. Nous participons les gens. Ça veut dire que nous restons dans nos bureaux, nous écrivons tout, nous venons faire un atelier et puis ils acceptent, ils applaudissent. Et nous pensons que c'est déjà ça. Non, il faut construire avec la base. Il faut laisser s'éclore les savoirs endogènes. Et ces savoirs endogènes doivent nous guider. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du milieu Yoruba. Mais il y a beaucoup d'autres exemples dans d'autres communautés. En milieu Yoruba, si tu as échoué, on va te mettre au banc de la communauté parce que c'est une paresseuse. Elle n'est pas capable de réussir. Pourquoi tu n'as pas réussi? Il y aura dans ta collectivité, dans ta cour, des personnes âgées qui vont travailler avec toi, qui vont réfléchir avec toi, qui vont voir si tes choix étaient les bons. Si ces choix ne sont pas bons, elles vont t'aider à identifier d'autres voies au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que nous devons travailler. Nous devons valoriser nos savoirs endogènes. Nous devons valoriser nos pratiques endogènes. Nous ne devons pas venir avec l'intellect de l'école seulement. Ça sert, mais il n'y aura pas que ça. Il faut que nous puissions arriver à faire un équilibre entre ce que nous avons appris sur les bancs et les pratiques de nos communautés à la base pour pouvoir construire de nouvelles démarches qui vont permettre que nous ne soyons pas en train de gaspiller des ressources, gaspiller de l'énergie, gaspiller du temps, alors qu'on aurait pu aller plus vite et avoir de meilleurs résultats. Je pense que c'est ça qui nous manque. Sur toutes les problématiques
que ce soit pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes. C'est ça qui nous manque. Et si nous arrivons à travailler sur ça, nous aurons des résultats meilleurs et même les acteurs de la communauté vont pouvoir répliquer les résultats que nous avons avec eux. J'ai l'impression de suivre un cours magistral et ça me donne envie de vous inviter encore pour des cours magistraux parce que vous rejoignez exactement ce que dit un de mes professeurs ici à Howard University, qui est le professeur Alma Zoudi, qui, elle, travaille beaucoup justement sur les questions des savoirs endogènes et elle n'arrête pas de dire que on ne peut pas se développer sur la culture des autres, que pour qu'on se développe, il faut qu'on connaisse qui nous sommes, pour intégrer en fait qui nous sommes dans justement les processus afin justement qu'on puisse en fait créer des modèles qui soient propres aux Africains pour justement le développement, l'épanouissement de la communauté. Tout à fait. Et justement, je me dis qu'il y a un des acteurs dont on parle très peu, si ce n'est quand on en parle, c'est souvent peut-être pour les incriminer à tort ou à raison. Quand on parle de l'autonomisation des femmes, c'est les hommes, justement. Et je voudrais vous demander justement, selon vous, au niveau dans vos études, mais aussi votre propre sensibilité de femme Yoruba, et vous savez que justement, il y a eu justement beaucoup de travaux sur les femmes Yoruba et sur les savoirs endogènes, notamment au Nigeria, avec les Ife et Amadoume ou le professeur Oyeronke qui va en retraite cette année, cette grande professeure. Justement, comment est-ce que justement le rôle des hommes ou la perception des hommes dans l'autonomisation des femmes, quelle est leur place et comment est-ce que ce rôle évolue justement? Une grande question. une grande question. Alors, je vais rester sur le milieu Yoruba pour dire que dans la culture Yoruba, les hommes ne s'opposent pas à l'autonomisation de leurs femmes. Parce que sans être complètement égalitaire, il n'y a aucune culture, il n'y a aucune société qui soit égalitaire. Les femmes ont leur rôle dans la société, que ce soit du point de vue de l'organisation sociale, l'organisation économique, les religions et la politique. Et avant la rencontre avec l'Europe, à travers les différentes étapes que nous connaissons aujourd'hui de cette rencontre avec l'Europe et l'introduction de nouvelles cultures et des religions monothéistes, il y avait une certaine répartition des rôles. Lorsque je parle de la dot et que je parle du fait que les femmes doivent être économiquement autonomes, ça veut dire qu'on leur permet de se déplacer pour réaliser des activités. Moi, mon père était instituteur, nous avons vécu à Porto Novo, mais lorsque nous allons en vacances dans notre ville, à Savè, je vois mes tantes, les épouses de mes oncles, je vois leur fonctionnement. Le marché de Savè se tient lundi. Le lundi, elles sont toutes au marché. Celles qui font le poisson fumé, il y a une qui vend les produits vivriers, il y a une autre qui vend des produits artisanaux qu'elle va acheter de village en village. Lundi, elle est au marché. Elles sont au marché, toutes, du matin au soir. Mardi, elles vont dans une ville voisine, je crois environ 30 km, qui est Glazoué, dont le marché normalement se tient le mercredi. C'est un marché secondaire de produits vivriers. Mais à partir de mardi soir, le marché commence parce que les gens viennent des villages et amènent leur production. Donc, celle qui vend les produits vivriers, elle va acheter en gros. Déjà, le mardi soir, elle identifie avec qui elle va acheter. Le lendemain, elle va revendre sur le marché. Donc, mardi après-midi, mercredi toute la journée, elles sont à Glazoué. Celle qui fait les poissons fumés, elle va faire son poisson fumé le mardi et le mercredi à l'aube, elle est là-bas toute la journée. L'autre aussi, celle qui fait l'artisanat, c'est comme ça. Il y a un peu plus loin un marché qui se tient les vendredis. Alors, certaines parmi elles vont revenir d'abord à Savè le mercredi et le jeudi soir, elles vont dans ce marché du vendredi. Parfois, elles vont rentrer vendredi soir, parfois, elles vont rentrer samedi. Est-ce qu'elles sont à la maison? Elles ne sont pas à la maison. Aujourd'hui, nous qui sommes des femmes cadres, qui travaillons hors de la maison, on nous reproche de ne pas être là pour éduquer nos enfants. Parce qu'on pense que nos mamans restaient tout le temps à la maison pour éduquer leurs enfants. Non, elles ne sont pas tout le temps là. Mais il y a les grands-mamans qui sont là, qui vont prendre le rôle de l'éducation. Et quand elles-mêmes vont devenir grand-mamans, elles vont faire la même chose pour leurs filles, pour les épouses de leurs filles. Donc, il y a une certaine organisation sociale qui va permettre l'autonomisation économique des femmes. Si je prends les cultes et les religions, elles ont aussi leur rôle. Nous avons le culte Gélédé, qui est un culte important en pays Yoruba. Mais les femmes ont leur rôle. Il y a l'Odé, ou bien il y a la Tché. Elle a son rôle, c'est elle qui va faire les libations au moment où
le Guélédé va sortir. Sinon, le Guélédé, lorsqu'il va sortir, ce pourquoi il sort n'aura pas de résultat. Donc, on est là dans une certaine répartition des rôles. Au plan politique, dans les palais, les femmes ont leur place aussi. J'ai même publié un article sur le rôle des femmes dans la sécurité en pays Yoruba qui montre que leur rôle, évidemment, ce n'est pas de prendre les armes et d'aller au front, mais elles ont un rôle important dans l'alimentation de ceux qui sont au front. Elles ont aussi un rôle important dans l'espionnage, puisque elles peuvent se promener partout. Elles vont écouter, elles vont échanger, parfois même épouser les espions qu'on a envoyés dans leur royaume. Donc, elles ont leur rôle. Et ce qui est important pour nous, c'est de savoir que les hommes n'étaient pas contre ces rôles-là avant. Les situations que nous vivons aujourd'hui sont issues de l'évolution des mentalités, du fait que nous avons rencontré d'autres cultures et que nous avons accepté que nos cultures ne sont pas bonnes, qu'il faut adopter ce que les autres nous amènent. Et c'est à ce moment-là que des hommes vont dire « ma femme ne va pas aller travailler ». En pays Yoruba, tu es qui pour dire qu'une femme ne va pas aller travailler en tant qu'homme? Encore que c'est des polygames. Donc, chacune des femmes doit s'occuper de ses enfants et aussi s'occuper du mari. Donc, vous voyez, nous sommes dans de nouveaux paradigmes que nous devons dépasser. Et la manière de dépasser ces paradigmes, c'est de connaître nos cultures, de connaître nos construits sociaux, de savoir comment les interactions entre les hommes et les femmes étaient pensées et mises en œuvre. Comment est-ce que cela est vécu, aussi bien par les hommes que par les femmes. À ce moment-là, nous allons laisser tomber les questions de patriarcat à outrance. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de patriarcat en Afrique. Sachant même que, au départ, nos sociétés traditionnelles étaient matriarcales. C'est de fil en aiguille que nous avons changé et que nous avons commencé par appliquer un système patriarcal. Mais le système patriarcal dans nos communautés était plus égalitaire que le système patriarcal qui nous est venu par la civilisation judéo-chrétienne. Donc, essayons de connaître nos cultures. Retournons en arrière. Cherchons ce qui est bien et appliquons-le. Et à ce moment-là, nous allons cesser de dire on va faire he for she ou bien la masculinité positive. La masculinité était déjà positive. La masculinité, elle était déjà positive. Dans un contexte où il y avait une bonne répartition des rôles, je ne veux pas dire qu'il y a un équilibre social. L'équilibre parfait n'existe pas dans ce monde. Mais chacun pouvait se retrouver. Si chacune de nos cultures, chaque chercheur qui vient d'un milieu socio-culturel essaye de comprendre ces questions, de leur restituer ces recherches, de montrer comment on peut commencer par les appliquer, nous allons faire un retour sur les bonnes pratiques de nos ancêtres et nous allons commencer aussi par améliorer les pratiques que nous avons prises d'ailleurs et qui aujourd'hui nous causent des problèmes. Alors, quand les gens me disent, tu dis que la masculinité positive existait déjà, comment tu peux le prouver? Je leur dis tout simplement, ma grand-mère, Tino Ade Assoulé, elle était la présidente de l'association des femmes commerçantes de Savè. Je n'avais pas 15 ans. Elle était déjà la présidente. Son mari n'a jamais refusé. Et elle n'a pas eu de problème dans sa famille parce qu'elle est présidente d'une association de femmes. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les groupements féminins existent. Hein? Les Egbe, c'est comme ça on dit association en Yoruba. Egbe Oncho, association des commerçantes, ça existait. Egbe de ceci et de cela, ça existait. Et les femmes étaient entre elles. Parfois même, elles étaient membres d'associations mixtes. Donc, on ne peut pas se voiler la face si on sait ça. Et c'est là que la recherche intervient pour aller savoir, avant que tous les sachants ne meurent, qu'on aille prendre les informations, les évidences, pour venir les montrer et dire à nos communautés, arrêtez. Nous n'avons pas besoin de faire un programme particulier pour venir vous sensibiliser. Votre grand-père n'a jamais refusé que sa femme aille vendre à Glasgow, qu'elle passe la nuit, qu'elle aille à Wessé, qu'elle passe la nuit et qu'elle fasse le commerce vers le Nigeria et qu'elle passe 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc, arrêtez. Voilà ce que je peux répondre à cette question. En effet, professeur, donc nous arrivons au terme justement de notre podcast, de cette belle discussion et je n'ai pas envie de marcher sur votre langue pour parler des conseils à donner aux jeunes chercheuses, mais je vais vous laisser conclure là-dessus. Mais s'il y a une chose que je retiens, moi en tant que jeune chercheuse, vous avez dit il faut qu'on aille d'abord recueillir la parole chez ceux qui sont encore en vie avant que ces derniers-là ne meurent. Et je dirais que souvent, en tant que femme, on a une place privilégiée parce qu'on peut peut-être plus facilement parler à nos mamans, à nos grands-mères, à nos tantes qui connaissent déjà
dans ce monde des femmes-là, et qu'il faut peut-être qu'on l'intègre plus, qu'on n'en ait pas peur, et qu'on entre dans ces mondes-là, et qu'on n'entre pas uniquement pour faire les tontines, mais qu'on entre aussi pour comprendre ce monde-là, et pour continuer peut-être le cycle de prendre la place de nos grands-mères dans ce cycle-là qui existe, pour aussi faire partie justement de ces communautés, pour mieux les comprendre et pour proposer des systèmes après qui sont plus adaptés à nos populations. Je vous laisse quand même conclure sur cette discussion. Merci beaucoup. La première chose que je vais dire aux jeunes chercheurs, c'est déjà d'appliquer la distanciation du chercheur. C'est-à-dire, n'allez pas sur le terrain avec une attitude de j'ai fait une thèse et je sais déjà. Allez sur le terrain comme une personne qui ne sait rien, d'une part. Deuxième aspect, ayez la capacité de vous laisser pénétrer par ce que dit le terrain. Ne résistez pas à ce que dit le terrain. Essayez de comprendre et de saisir les tenants et les aboutissants de ce que vous arrivez à voir, à entendre, à comprendre des interactions que vous voyez sur le terrain, des défis et des enjeux de développement, par exemple, que vous voyez sur le terrain, en laissant de côté les papiers, ce que nous avons appris. C'est bien d'avoir appris, mais en même temps, continuons d'apprendre dans nos propres contextes. Et le troisième aspect, c'est de vraiment pouvoir faire la fusion dans les communautés où nous allons faire la recherche. Fondons-nous parmi les gens. Acceptons de vivre parmi eux. Acceptons d'être comme eux pour pouvoir avoir les informations les meilleures. Et pour finir, je dirais, lorsque nous faisons de la recherche, nous avons des hypothèses. Si les résultats que nous ramenons de notre terrain sont loin de nos hypothèses, acceptons-les et révisons. Soyons en mesure, ayons la flexibilité de nous remettre en cause au fur et à mesure. C'est ça qui fait le bon chercheur et c'est de ça que l'Afrique a besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Onibon. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés sur l'étudiant africain, notre newsletter d'Icalo, nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube. Et si vous avez écouté le professeur Onibon sur le podcast Congosa, on vous dit à la prochaine. Merci.